Je commencerai par féliciter, c'est-à-dire mon ami, mon frère Antoine Sidotti, parce que voilà, je pense, une quinzaine d'années que nous faisons le chemin ensemble. Et nous nous sommes rencontrés dans les années 90, c'est-à-dire au début des années 90, au moment où éclatait la tragédie yougoslave. Et évidemment, on en a parlé, il y avait une satanisation des Serbes, quelque chose d'épouvantable, sans borne, quelque chose que Antoine Sidotti, un vrai humaniste, un vrai homme qui est grand âme, une ouverture d'esprit, il a vécu difficilement, il a vécu ça comme une injustice, et c'était ça l'étincelle qui a surgi, comme dit Niegloš, l'étincelle, les coups fait arracher l'étincelle de la pierre. Sans le coup, elle désespérerait dans la pierre. Et c'était ça, je crois, le point de départ. Cette injustice énorme, presque quasi planétaire, qui s'abattait sur le peuple serbe, et dont Niegloš aussi faisait près, parce qu'il y avait des fameux livres calomniateurs de nettoyage ethnique, écrits par trois intellectuels, trois français, n'est-ce pas, pour sataniser les Serbes, et où Niegloš était traité en chantre du génocide. Parce que, et Antoine en a parlé tout à l'heure, il avait construit son poème sur ce qu'on appelait l'extermination de Turquie et du Monténègre. C'était plutôt un événement mythique, c'était un point de départ. Alors, donc, c'est un véritable exploit qu'Antoine Sidotti a rencontré. Donc, pendant 12-15 ans, il travaille. Et évidemment, il faut remercier et féliciter Ferran Tarassou, militaire, qui a compris l'importance de cette œuvre. Et il fallait finalement, après combien deux siècles de silence, faire connaître Niegloš au public français. Donc, alors, je indiquerai seulement quelques détails. Cet ouvrage, c'est l'édition la plus complète, la plus fouillée, la plus commentée, qui est jamais sortie dans une langue étrangère. Je dis 100 pages de commentaires, 100 pages d'introduction, plus, j'ai compté, 419 notes en bas de page. C'est extraordinaire. 597. Alors je n'étais pas avec l'histoire. Je suis resté. Voilà. Alors on n'a jamais fait cela. Simplement, chez nous, certains critiques littéraires, certains grands essayistes serbes ont fait des éditions complètes. Par exemple, parmi les premiers, c'était Milan Rešetar, qui était très célèbre. Et puis après, il y avait Radoslav Bošković, Vlado, Vido Latković, Aleksandar Madović, etc. Mais alors là, ça égale les éditions serbes les plus fouillées, les plus. Donc, ça prouve quelle approche consciencieuse aura été celle d'Antoine Sidotti. Voilà. Alors, je dirais tout à l'heure quelques vers, simplement, j'ai l'impression qu'il a fait si bien que ces vers ont été écrits en français. Voilà. Et on a parlé tout à l'heure, je vais revenir brièvement sur certains détails dont on a parlé tout à l'heure. Il y avait, donc c'est un événement qu'on a entendu depuis presque 100 ans, parce que la première édition c'était celle de Dimna Veković, qui était malheureusement fusillée par les communistes, parce qu'on l'accusait de prôner l'idéologie ethnique, rétrograde, etc. Malheureusement, son sort était triste.
Et on a bien dit que la préface d'Henri de Régnier, c'était plutôt un compliment. Il parlait, il écrivait sans connaître tout à fait c'est dont il fait. Voilà. Alors aussi, il y a des dizaines de pages où Spasic parle de Niégoš et de Figo. Voilà. Alors, ça, je vous indique, c'est un ouvrage précieux. Moi, j'en ai un certain nombre d'exemplaires, une quinzaine, qui s'est trouvé quand Spasic avait une soirée ici, qu'il les avait laissés. Tu vois, malheureusement, il y a quelques années, Spasic le pris de ses mots. Voilà. Alors, il y a une autre thèse, aussi sortie en 1972, c'est la thèse de Michel Aubin, qui était le chef de la chaire de langue slave à la Sorbonne, qui lui aussi, malheureusement, est mort il y a beaucoup d'années. Et s'appelle Vision historique et politique dans l'œuvre de Pierre Petrovichien. Et alors, il y a aussi, à un moment, je vous dirais, parce que j'y étais mêlé, je vous ai montré tout à l'heure cette image. C'était le sanctuaire du Mont. Ça s'est trouvé à 1700 mètres d'altitude. Et c'était la chapelle funéraire de Niégoš. C'est là où il a été enseveli d'après son propre vœu. Et il a, dans la prémonition, vraiment, il n'a mis que 30. Donc il a fait construire en 1845 et il est mort en 1851. Il avait une prémonition, une vision, et quand il l'a construit, il a fait construire la même année, le même printemps, où il a composé son poème religieux, cosmique, le flambeau de microcosme, qu'on attache à Milton et à Dante de paradis. Voilà. Alors, c'était ça, et c'est au lieu. Parce que on a parlé de Niégoš dans le peuple, et Roman aussi, et Batakovic, notre ambassadeur. Il était tellement entré dans l'encercle que les Autrichiens, en 1916, quand ils ont occupé le Monténégro, ils savaient à quel point Niégoš était exprimé, résumé l'âme du peuple serbe. Ils l'ont détruit. Ils l'ont déterré Niégoš. Ils l'ont fait descendre dans la plaine de Celtiquet, et ils l'ont enterré dans le monastère, de Celtiquet. Pourquoi moi j'ai étudié ces archives de Vienne? Parce qu'il disait, si on laisse Niégoš au sommet de l'Oltien, ce sera le lieu de pèlerinage de Serbes. Et alors là, nous enlèverons discrètement ce qu'ils ont fait. Voilà. Alors, le roi Alexandre, à la libération de la Yougoslavie et des Balkans en 1918, il a fait reconstruire ces lieux. Donc, et c'est la chapelle de Mont-Lotge, telle que vous la voyez, elle date de 1925. Malheureusement, les communistes étaient pires que les Autrichiens. Donc, on a parlé tout à l'heure que, Antoine Sidotti a dit, chacun a utilisé Niégoš à sa façon. C'est au lieu, je dirais, dans l'armoirie du Monténégro, jusqu'à 1969. Et alors, ils ont commencé à considérer que c'était un petit monument trop modeste pour un grand homme, etc. En fait, ils voulaient, le régime a fait détruire ces hauts lieux et installer un mausolée. Et un mausolée parce que Meštrović, qui était supposé d'être l'auteur de ces monuments, était revenu. Il était en émigration, Meštrović, le grand sculpteur croate, il était au service du roi Alexandre sous la monarchie, était en émigration, et même lié aux Ustachis. Et alors, Meštrović, qui s'est réconcilié avec Tito et le régime titiste, espérait que Meštrović va célébrer le régime communiste, et on lui a donné le Mont-Lotge en cadeau. Et qu'est-ce qui en a résulté? Vous voyez? Donc, Niégoš, le centre de Niégoš sont en prison depuis 1972, 1974. Et
Cela, ça n'existe plus, sauf dans nos âmes. Voilà. Alors, pourquoi je vous raconte ça? Je vous raconte ça parce que, dans les années 60, en même temps à peu près que les deux thèses ont été publiées, il s'est trouvé que j'étais en France, j'étais en rapport avec un certain nombre d'écrivains, dont André Malraux, et alors j'ai considéré la destruction du Saint-Pierre du Rochen comme une atteinte à ma plus profonde identité. C'est pourquoi j'ai lancé une campagne, j'ai animé des amis auteurs, journalistes, etc. Si bien que toute une petite littérature, c'est-à-dire par nombre d'articles, il y en a au moins une dizaine, une quinzaine, ont été rédigés à cette époque en France. Parmi les auteurs, il y avait le grand philosophe chrétien Gabriel Marcel, qui lui, précisément, comparait Niégauche, qui a dit ce qui est Hugo pour le français, Niégauche pour le serbe. Ce qui est Dante pour les Italiens, Niégauche pour les serbes. Ce qui est Milton pour les Anglais, on préférait les comparer plutôt à Milton et à Shakespeare. Et c'est tout à fait une comparaison qui correspond. Alors, je vais vous raconter un épisode. Je me suis adressé à... Comme je l'ai interrogé Malraux pour la télévision yougoslave, j'ai eu un grand entretien à l'époque avec lui, eh bien, je lui ai écrit, au moment où il n'était plus ministre, et je lui ai écrit, le mot c'est menacé, je lui envoie un texte où je raconte dans quelques pages le destin de Niégauche. Et à la différence des journalistes ou des directeurs de journaux, il m'a répondu le troisième jour, après avoir reçu la lettre. Parce que je lui ai demandé d'écrire à Tito, d'écrire au gouvernement yougoslave. Ce qu'il a fait, il m'a dit après, quand je l'ai rencontré, qu'il a été fasciné par ce grand destin. Et Gabriel Marcel aussi le souligne. C'est un destin biblique. C'est un des plus grands hommes du monde. Et Malraux m'a dit, eh bien, se trouver en une seule personne réunie à la fois un grand poète, un prince d'un peuple, et puis un grand dignitaire d'église, un grand prince d'église. C'est la trinité de Niégauche. Et alors, donc il y a toute une... on avait préparé le terrain en quelque sorte, mais évidemment ce n'était que passager, la Yougoslavie n'a pas duré après cela longtemps, etc. Bon, alors, on a dit tout à l'heure que, je crois que toi aussi tu l'as dit, et Batakovic, qu'il y a toujours des vers de Niégauche qu'on peut citer à chaque occasion. En effet, moi, tout à l'heure en nous écoutant, ne sont venus deux. Je dirais d'abord en serbe, ce qui se passe actuellement avec le monde, ce qui se passe avec la planète, avec les guerres qui font rage. Bien. Niégauche dit, vidimo li mi ova strašiva, gdje pustoše nemilosno zemlje. Voyons-nous ces fléaux qui dévastent impitoyablement la terre. C'est ce qui se passe maintenant. Voilà l'actualité de Niégauche. Voilà, j'ai encore un mot à dire parce que, évidemment, non, c'est tout simplement, je termine, et je dis, puisque le gouvernement typiste a détruit au lieu de Saint-Pierre du Moloch, je fais dans le monde, le 6 décembre 1972, c'est adieu à un Saint-Pierre, adieu au Moloch. C'était le requiem sur la Moloch. Voilà, alors je vous remercie, on aurait beaucoup de choses à dire, mais sans doute il y aura aussi des questions, et je crois que c'est un événement exceptionnel, et encore merci de tout, du fond de notre cœur, à l'emploi Sidonie. Et il faut dire aussi que malgré une santé qui n'est pas toujours, qui était plutôt compromise, eh bien il a fait cet exploit extraordinaire de nous donner ce courage magnifique qui est absolument unique dans le monde jusqu'à présent. Merci Antoine. Merci Jérôme.